Bonjour, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous pour ce Campfire Chat, cette discussion autour du feu de camp organisée par l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat et sur l'éclaircissement des nuages marins. Nous avons trois invités de prestige qui vont faire part de leur expérience et de leurs différents points de vue, surtout sur ce sujet. Je vais dans un instant leur demander de se présenter. Avant, j'aimerais leur présenter mes excuses car certains ont dû se lever aux aurores et d'autres vont en revanche se coucher très tard, ceci étant dû aux différents fuseaux horaires dans lesquels ils vivent et elles vivent. La session d'aujourd'hui est une conversation donc autour de notre feu de camp virtuel. Il n'y aura pas de grand discours, pas de présentation par diapositive, mais nous allons débattre sur cette question et en plus nous aurons ensuite du temps pour répondre aux questions de notre public. Je suis Janus Pasteur, je suis directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, C2G. Je suis à ce poste depuis la mi-2016. Auparavant, j'ai travaillé dans les Nations Unies où j'ai occupé le poste de sous-secrétaire général pour le changement climatique avec le secrétaire général Ban Ki-moon. C'était mon dernier poste aux Nations Unies. Auparavant, j'ai travaillé dans d'autres organismes des Nations Unies, dans le programme des Nations Unies pour l'environnement, la Convention cadre des Nations Unies pour l'environnement et dans d'autres organisations comme le WWF. Je travaille sur ces questions du climat et le développement durable depuis 40 ans. Nous sommes tous conscients que le climat ne vit pas de très bons moments et j'ai trois petits-enfants et j'estime que je leur dois de continuer à porter mon petit grain de sable pour résoudre cette crise climatique. J'espère que notre débat d'aujourd'hui va permettre d'apporter donc un petit grain de sable justement. Je vais donc demander maintenant à nos différents invités de bien vouloir allumer leur caméra. Louise, John et Anna Maria. Louise, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Louise Serge, je coordonne des projets qui sont liés aux technologies. Nous prenons pour l'application du principe de précaution dans le développement de technologies émergentes, comme par exemple de géoingénierie. John? Je suis John Shepherd, je suis professeur émérite de sciences de systèmes terrestres à l'Université de Southampton. J'ai travaillé dans différents aspects liés aux problèmes de l'environnement tout au long de ma carrière, mais je suis avant tout un océanographe qui est très intéressé et très préoccupé par le changement climatique. J'ai présidé l'étude de la Royal Society sur la géo-ingénierie et climat il y a 10 ans et ça m'intéresse à ce thème depuis lors. Et j'ai également co-présidé une initiative qui s'appelle l'initiative pour la gouvernance de la gestion du rayonnement solaire, dont le but est de divulguer des informations et de faire mieux connaître dans le monde en développement ces technologies émergentes. Anna-Maria? Merci beaucoup. Je suis Anna Maria Huber. Je suis professeure adjointe de l'Université de droit de l'Université de Calgary. Je suis également chercheuse associée dans l'Institut de sciences, innovation et société de l'Université de Oxford. Je suis spécialisée dans le droit public international, droit de l'environnement, droit de la mer et également droits humains. Je travaille dans ce domaine de géo-ingénierie climatique depuis que j'ai participé à une étude transdisciplinaire avec un groupe de recherche transdisciplinaire dans l'Institut d'études avancées sur la durabilité de l'Université de Potsdam. J'ai participé à un projet de recherche auquel participait également l'Université d'Oxford et qui portait sur la gouvernance qui doit régir la recherche sur le climat et en particulier sur la géoingénierie climatique. Merci beaucoup, Anna-Maria. Comme vous pouvez voir, nous avons des invités de prestige pour aborder ce thème. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous expliquer en quelques mots ce qu'est l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat qui organise aujourd'hui cette activité et que l'on appelle donc C2G.
C'est une initiative qui est uniquement financée par la philanthropie. Nous sommes 16 personnes qui travaillons sur 3 continents et nous travaillons d'ailleurs déjà à distance avant la Covid-19. Nous avons pour but d'encourager la création d'une gouvernance efficace sur les approches de modification du climat, en particulier sur l'élimination du CO2 à grande échelle et la modification du rayonnement solaire. Nous sommes impartiaux quant à l'utilisation ou la non-utilisation de ces approches et de ces technologies, car il incombe à la société d'en décider. Et nous ne pouvons rien apporter ni rien à dire à ce sujet. Nous souhaitons en revanche mieux faire connaître ces approches et également diffuser des informations à travers des activités comme celle d'aujourd'hui. Nous avons une cinquantaine d'experts et d'expertes, bien sûr, qui collaborent avec nous dans différentes activités regroupées sous la série C2G Learn. Le but de notre session d'aujourd'hui est de montrer qu'il existe différents points de vue. Nos invités d'aujourd'hui, Louise, Anna-Maria et John, ne vont exprimer bien entendu que leur propre point de vue sur ces différents sujets et nous aurons donc ensuite un débat. Il est clair que dans une conversation d'un format comme le nôtre, nous ne pouvons pas rassembler 20 ou 30 personnes et donc il est impossible de montrer absolument tous les points de vue qui existent sur ces questions car il y a plus de 3 ou 4 points de vue. Toutefois, nous nous efforçons toujours d'avoir des personnes qui peuvent être donc de genres différents, spécialités différentes, origines géographiques différentes. Et je pense que si l'on regarde toutes nos activités, on atteint relativement notre but, mais ce n'est pas toujours le cas dans toutes nos activités. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'arriver à un accord ou de nous convaincre les uns les autres, mais de comprendre mieux quels sont les points de vue qui existent sur cette question. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'éclaircissement des nuages marins qui fait partie des approches de modification du rayonnement solaire. Et avant tout, j'aimerais faire un éclaircissement sur la terminologie. Nous avons déjà entendu nos invités parler de termes différents. Nous autres, nous tentons d'utiliser la technologie du GIEC dans la mesure du possible. Et donc, modification du rayonnement solaire, c'est le terme général sous l'égide duquel on retrouve différentes approches, dont l'éclaircissement des nuages marins. Et on utilise également le terme de gestion du rayonnement solaire, de géoingénierie climatique, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons d'exprimer cette idée et donc je voulais le dire bien clair pour que l'on sache tous que même si nous utilisons des termes différents, nous parlons de la même chose. Je crois qu'il n'y a pas besoin de s'étendre pour expliquer la gravité de la situation du changement climatique car nous en voyons les effets tous les jours, nous en sommes fort conscients. Des incendies, des canicules, même dans l'Arctique ou dans certaines villes. Le GIEC, dans son rapport spécial sur le réchauffement climatique de 1,5 degré et aussi dans d'autres rapports, a dit bien clairement qu'il faut accélérer la réduction des émissions, réduire ces émissions le plus possible et le plus vite possible, mais même dans les trajectoires ou dans les hypothèses les plus optimistes envisagées par le GIEC, il faut avoir recours à l'élimination du CO2. Mais c'est un autre débat. Et certains scientifiques pensent que cela ne va pas suffire et que donc il va falloir avoir recours également à la modification du rayonnement solaire. Aujourd'hui, nous n'allons pas débattre sur le besoin ou non de ces approches et si on décide de les utiliser, quels sont les défis qu'il va falloir affronter pour la gouvernance. L'éclaircissement des nuages marins consiste surtout à créer des nuages au-dessus des océans pour qu'ils reflètent le rayonnement solaire et le renvoient dans l'espace, ce qui crée un refroidissement dans certaines régions. Est-ce que cela peut fonctionner? Et si c'est le cas, quel type de gouvernance doit être appliqué à ces expériences?
Et il y a des expériences, notamment en Australie, il y en a d'autres qui sont prévues, et c'est pourquoi nous jugeons pertinent d'avoir ce débat maintenant. Nous espérons que notre discussion d'aujourd'hui va faire un peu de lumière sur les défis principaux qu'il faut relever dans ce domaine. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment va fonctionner notre activité aujourd'hui. Tout d'abord, je vais demander à chacun de nos invités de nous dire en 2 ou 3 minutes quels sont les éléments importants qu'ils souhaitent mettre en avant afin de pouvoir alimenter notre débat. Ensuite, pendant une vingtaine de minutes, donc, nous aurons ce débat entre nos différents participants. Puis, nous passerons à la session de questions-réponses. Donc, nous invitons déjà notre public à envoyer ses questions dans la section de questions-réponses de l'application. Et comme vous pouvez le voir, il y a également un bouton j'aime. Donc, n'hésitez pas à appuyer dessus si une question vous paraît intéressante, car plus une question recevra de j'aime, plus elle sera susceptible de se voir traitée donc, pendant les questions et réponses. Vous avez une section de chat également, mais n'envoyez pas vos questions dans le chat car il est probable que nous ne les voyons pas ainsi. Donc, nous commençons et je vais demander à nos invités qu'ils nous disent donc en 2-3 minutes quels sont les éléments principaux. Nous allons commencer dans l'hémisphère occidental, loin de là où je me trouve, mais là où se trouve Anna-Maria. Il semble que nous n'avons aucun instrument international qui gouverne l'éclaircissement des nuages marins, que ce soit au niveau international ou national. Pensez-vous que ce sujet demande d'être traité d'une façon spéciale et le cas échéant, quelles caractéristiques devrait avoir cet élément et quel argument mettriez-vous en avant pour défendre ou au contraire pour rejeter l'option qui vous semble la meilleure? Je serais tentée de dire ce que disent les avocats. Ça dépend. On entrera plus en détail, mais c'est vrai que les avocats disent toujours la même chose. Ça dépend. D'un côté, il faut voir quel est le postulat de la question. Il y a des études qui démontrent qu'il y a déjà des instruments qui peuvent être appliqués, des instruments juridiques ou alors des traités, et également du droit coutumier qui peut être appliqué à des activités d'éclaircissement des nuages marins. Donc, si nous créons un nouveau traité, nous pouvons générer une sorte de congestion des normes ou une trop grande fragmentation de ces normes. Donc, il faut très bien voir quelles sont les institutions et les instruments juridiques qui peuvent être pertinents pour la gouvernance de ce sujet. Par exemple, un cadre possible est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et concrètement l'accord de Paris. D'aucuns suggèrent que l'on pourrait intégrer cette activité d'éclaircissement des nuages marins dans les mesures d'adaptation, et ce qui entrerait déjà dans un cadre en vigueur. Et ce serait donc le cadre pour être plus ambitieux et pouvoir remplir les objectifs de l'accord de Paris, être en accord avec ces objectifs. Et ceci est très différent que de, par exemple, traiter ce sujet en vertu de la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer, car cette convention fixe une obligation positive de protéger et de sauver le milieu marin. Donc, les émissions et le réchauffement pourraient être considérés comme un aspect lié à l'énergie qui entre dans le cadre de cette convention du point de vue de la pollution. On peut également appliquer les principes de dommages transfrontières, qui est un principe de droit coutumier et qui supposerait un cadre différent. Mais quoi qu'il en soit, dans chacun de ces cadres, il existe également des lacunes. Et donc, il faut un cadre de gouvernance
pour les techniques de modification du rayonnement solaire dans son ensemble et pour l'éclaircissement des nuages marins, et, bien sûr, également. Si, est-ce que je peux continuer? Oui, oui, je vous en prie. spoke treaty for marine cloud brightening. And I think, well, my view is at least Vous m'avez également demandé si nous avions besoin d'un traité spécial pour l'éclaircissement des nuages marins. D'après moi, c'est difficile de déterminer ou de savoir comment va être développée cette question, mais pour le moment, je ne pense pas que nous ayons besoin d'un tel traité. Pourquoi? Il y a très peu d'études de recherche sur cette technique. Nous la connaissons un petit peu, mais ce n'est pas suffisant. Et en outre, créer un traité veut dire de s'embarquer dans un processus qui demande beaucoup de recherche, c'est coûteux, il faut beaucoup de délibérations internationales. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas une volonté politique très claire et je ne pense pas que ce soit un sujet prioritaire dans l'agenda international. Et certains pays s'éloignent vraiment du multilatéralisme. Par ailleurs, les traités s'accompagnent de leurs propres inconvénients et par exemple, les pays qui sont liés juridiquement parlant préfèrent certainement que les limitations ne soient pas aussi rigoureuses et il est possible qu'il y ait de grands acteurs qui décident de ne pas signer l'accord et donc qui ne seraient pas contraints par les dispositions de l'accord. Ce que je veux dire par là, c'est que les traités ont aussi leurs propres avantages, bien entendu, et entre autres que l'on a donc un document qui est contraignant juridiquement, qui oblige les différentes parties à accomplir certaines dispositions, mais il y a des questions d'ordre politique qui n'ont pas encore été négociées et qui n'ont pas encore été assez débattues. Et donc, nous sommes à la traîne dans le domaine politique en termes de garantir une participation large. C'est vrai que certains pays réfléchissent, comme en Australie, qui a mené un événement, une expérience pardon, en plein air. Mais il faut plus de délibération, une plus grande participation dans le processus politique avant de mettre en marche tout processus qui aboutisse à un traité, car je ne crois pas que ce soit le plus adéquat. Alors, pas pour le moment, mais peut-être qu'après notre discussion autour du faux de camp, nous pouvons entamer ce processus. Bon, je crois qu'en réalité, nous sommes très en avance. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui, dans le monde, qui soient pour ce type d'approche. Donc, il faut également prendre ceci en compte. Nous sommes en avance dans la discussion. Et il ne peut pas y avoir un document qui autorise la gouvernance d'une certaine ou d'un certain processus qui ne compte pas de l'accord de la société civile. On ne peut pas imposer ce processus à la société par le biais d'un instrument contraignant. J'aimerais que vous approfondissiez d'un aspect que vous avez mentionné. Vous avez parlé des aspects multilatéraux et nous sommes conscients de la difficulté qu'ils ont, c'est-à-dire que négocier entre différentes parties et avoir de nouveaux instruments et un nouveau traité est très complexe. Mais donc, c'est difficile sur le plan international, mais au niveau régional, est-ce que ça serait possible? Il faut que je réfléchisse. Il est vrai qu'il y a des accords sur la mer au niveau régional qui s'appliqueraient aux océans. Cela dépend du degré d'application de ces technologies. D'aucuns argumentent que ce sont des mesures locales qui sont appliquées pour protéger certaines caractéristiques et il est possible que celles commencent à être appliquées de cette forme-là, mais s'il y a beaucoup de
de pays dans le monde qui entreprennent des mesures similaires d'éclaircissement des nuages marins, il pourrait donc y avoir des effets beaucoup plus sérieux sur le climat et plus grands si ces mesures donc étaient prises sans coordination et qu'on avait comme une sorte de mosaïque d'initiatives. D'où l'utilité d'un cadre juridique dans lequel les pays doivent développer des activités, même si celles-ci se font dans sous leur souveraineté et dans leur juridiction. Ou du moins, tout ceci est mon point de vue. Mais je suis sûre que le professeur Shepard peut nous en dire plus sur ce sujet. Nous entrerons ensuite dans les détails. Là, nous allons demander quelque chose à John. Il semble que l'éclaircissement des nuages marins peut être utilisé au niveau local ou régional, contrairement à d'autres initiatives comme l'injection d'aérosols dans la stratosphère, dont la portée et l'application a une dimension plus planétaire, pour ne pas dire complètement planétaire. Donc, l'éclaircissement des nuages marins, en plus, peut être réalisé sur de courtes périodes, alors que l'injection d'aérosols dans la stratosphère demande une période beaucoup plus longue. Quelles conséquences a ceci sur la structure de gouvernance, c'est-à-dire ces différentes approches qui peuvent être appliquées pour refroidir la planète? Oui, c'est comme ça. Et ceci rejoint ce que disait Anna Maria sur les problèmes qui peuvent surgir de l'application d'une approche de manière décoordonnée ou une mosaïque de différentes initiatives. Les nuages sont des agents très puissants dans le système climatique. Si un nuage couvre le soleil, le rayonnement qui entre est réduit d'une grande quantité de watts par kilomètre carré en quelques instants. Et donc, l'effet est très puissant. Mais cela arrive de façon naturelle. Mais si on le fait de façon intentionnelle et systématique, on applique un forçage très fort dans une région donnée. Et nous ne savons pas encore très bien quelles conséquences cela pourrait avoir en termes d'ouragan, par exemple. Un refroidissement prononcé provoquerait certainement des ouragans. D'un côté, cette application locale peut être bonne ou mauvaise. Il est clair que on peut limiter les conséquences de ces activités dans une région donnée et relativement restreinte, mais par ailleurs, les conséquences sur les effets ne vont pas se faire simplement sentir au niveau local, mais il va également y avoir des conséquences au niveau régional. Et donc, il y a des personnes qui vivent dans différentes régions, et si chacun applique ce type de mesures de forme sans se coordonner, donc les perspectives sont épouvantables. Le fait que ça puisse être appliqué au niveau local ne me semble pas très rassurant, car euh, cela veut dire que des initiatives peuvent être entreprises à titre individuel dans les zones économiques exclusives d'un pays sans consulter d'autres pays. Et il pourrait y avoir des effets régionaux, par exemple pour les courants d'altitude ou des changements de la zone de convergence intertropicale ou des changements des moussons, il pourrait y avoir des effets qui se feraient ressentir très loin de la zone d'application de ces technologies et qui seraient très forts et très pour d'autres personnes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous avons besoin d'une gouvernance adéquate. On ne peut pas laisser cela dans les mains des gouvernements nationaux. Et il est clair que la gouvernance doit être régionale, mais le problème avec une approche régionale est que il y a des écarts entre les régions, par exemple. Par exemple, vous connaissez certainement ce qui arrive avec la gestion de la pêche. Il y a des régions qui sont bien réglementées, mais il y a également d'autres zones qui ne font l'objet d'aucune réglementation. Et dans ces zones qui n'ont pas de réglementation, eh bien, sont menées des activités très nocives. Donc, je crois qu'il serait bien plus adéquat d'avoir une approche
internationale et mondiale pour faire face à ce problème et pour aborder cette question. Pour la question de savoir si on a besoin d'un traité spécial pour l'éclaircissement des nuages marins, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais peut-être on reviendra sur cette question ensuite. Et il me semblerait mieux de fonctionner dans un cadre particulier. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la mer est régie par des cadres internationaux, le droit de la mer, la Convention de Londres. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire des choses atroces dans la mare, eh bien, nous avons des organisations et des mécanismes internationaux qui pourraient alors intervenir. Et toutefois, ceci n'existe pas pour l'atmosphère. Donc, euh, il faudrait peut-être créer un traité, non pas pour l'éclaircissement des nuages marins, mais entreprendre un processus pour le droit de l'atmosphère qui se traduirait, qui engloberait pardon, l'éclaircissement des nuages marins, l'injection d'aérosols de la stratosphère et d'autres approches similaires. Et je pense que c'est ce qui manque dans l'ensemble d'instruments qui ont été négociés dans la conférence de Rio dans les années 90. Donc je crois qu'il faudrait peut-être réfléchir sur la façon de combler ces lacunes qui existent dans les traités de Rio. C'est très intéressant, John. Alors, j'ai une autre question. Anna Maria, vous souhaitiez intervenir? Je vous en prie. Il est certain que le droit de la mer offre un instrument sous l'égide duquel cette convention de 1982 établit un cadre de structure constitutionnelle qui permet de faire face à des sujets qui sont liés à la mer, notamment à la protection du milieu marin. Et dans ce cadre constitutionnel ont été élaborés différents traités, c'est-à-dire que c'est un cadre juridique grâce auquel on peut développer d'autres instruments de façon coordonnée. Il est clair également que nous ne disposons pas d'instruments juridiques sur l'atmosphère et on en parle depuis les années 90. Il y a différents éléments comme la couche d'ozone, le climat, les émissions qui sont liées à l'atmosphère et qui sont réglementés par différents instruments. La Commission de droit international, qui est un organisme des Nations Unies que l'Assemblée générale a créé en 1947, et dont le mandat consiste à mettre en marche des études juridiques pour formuler ensuite des recommandations, a commandé une étude sur la protection de l'atmosphère pour voir quel type d'instruments on pourrait élaborer pour protéger l'atmosphère. Mais si nous voyons le mandat de cette étude, nous allons voir qu'il est en fait restreint. Donc, il ne semble pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour mettre sur pied ce type d'instrument, car cela diminuerait le pouvoir des États et je ne mettrai pas la main au feu que cela va être réalisé. Quoi qu'il en soit, oui, il y a eu des études de géoingénierie, par exemple, et il y a un projet de recommandation. Attendez, je suis en train de voir si je peux le retrouver. Cette étude a examiné des sujets qui sont liés à la géo-ingénierie et aux limites politiques, à la modification intentionnelle de l'atmosphère à grande échelle. Et actuellement, il attend les commentaires des gouvernements, d'après ce que je sais. Et donc, la recommandation numéro 7 dit que la modification volontaire à grande échelle de l'atmosphère, que des activités qui sont destinées à former intentionnellement l'atmosphère à grande échelle doit être faite avec prudence et prévoyance. Donc, nous le savions déjà, et cette prudence et cette prévoyance, elles sont très éloquentes. Car en fait, on voit qu'on n'utilise pas le terme de principe de précaution qui manque de statut juridique, bien que l'utilisation des mots prudence et prévoyance sont peut-être une façon déguisée de parler de ce principe de précaution.
Alors, j'ai deux questions, l'une pour John et l'autre pour John ou pour Anna Maria. John, vous avez mentionné certaines des conséquences potentielles de l'éclaircissement des nuages marins qui, bien que réalisé donc à un endroit donné, peut avoir des conséquences dans d'autres régions de la planète. Quels sont les effets négatifs potentiels? On a bien compris que l'effet positif, c'est que cela entraîne un refroidissement de la Terre, mais quels seraient les effets négatifs potentiels? Je crois que c'est important de le garder à l'esprit pendant notre débat. La deuxième question qui a trait à une chose qu'a dit John, mais à laquelle Anna Maria peut aussi peut-être répondre, et donc a trait à euh, au, au lieu où on pourrait maintenir une délibération sur ce droit potentiel de l'atmosphère. Y a-t-il un forum concrètement? Est-ce que ce doit être à l'Assemblée générale des Nations Unies ou dans l'Organisation météorologique mondiale? Donc ce sont deux questions. Alors, pour répondre tout d'abord à la question des conséquences, un des avantages de l'éclaircissement des nuages marins est que cela ne peut être réalisé que dans certains endroits où les nuages sont sur le point de se former ou de ne pas se former. Ça ne peut pas être fait, par exemple, on ne peut pas créer des nuages dans de l'air sec et il n'y a aucun sens de le faire dans des climats humides, dans un air humide, car l'endroit est donc déjà nuageux. Par ailleurs, c'est un processus qui doit être mené dans des limites ou dans des marges de zones de formation des nuages, donc des zones limitées. Étrangement, certains des endroits les plus favorables et propices pour réaliser ce type d'activité sont les côtes occidentales de différents continents, par exemple en Californie ou dans l'Afrique, le sud de l'Afrique ou en Amérique du Sud. Et une des caractéristiques qu'on partage toutes ces régions, c'est qu'elles ont des déserts à l'intérieur des terres, près des zones marines, où on peut donc éclaircir les nuages marins. Et une des conséquences du changement des modèles météorologiques locaux de façon systématique est que cela implique un changement des précipitations et de l'évaporation dans ces régions. C'est-à-dire que l'application de l'éclaircissement des nuages marins à grande échelle dans la côte occidentale de ces continents aurait des conséquences, je ne sais pas lesquelles, mais aurait sûrement des conséquences dans les modèles de pluie et d'évaporation dans les régions désertiques qui sont assez proches et donc à l'intérieur des terres. Donc c'est le type de conséquences qui me viennent à l'esprit quand on parle de ces sujets. Et nous devons évaluer de manière très très exhaustive quelles seraient les conséquences écologiques, environnementales et sociales de ces changements pour avoir un degré de confiance suffisant avant d'entreprendre tout type d'activité d'éclaircissement des nuages marins à grande échelle pendant une période de temps donnée. Et de manière moins systématique, dans l'Atlantique Nord, une des conséquences, une des choses qui affecte le climat en Europe, ce sont les courants d'altitude et la trajectoire des tempêtes. Et il est probable que l'un des changements qui se produirait alors est un changement dans la trajectoire des tempêtes. Et donc les dépressions et les tempêtes qui en sont la conséquence pourraient arriver au Royaume-Uni au lieu d'Islande ou vice-versa, ou arriver en Espagne au lieu d'arriver au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets disséminés mais systématiques dans le climat et dans des modèles donc météorologiques locaux, et il faut savoir très bien quels seraient ces effets avant d'entreprendre tout type d'activité. Et pour la deuxième question, je te la renvoie, car si nous voulons entrer en détail, il faudrait demander à Janouz qui en sait beaucoup plus sur les processus internationaux, et beaucoup plus que moi. Et ceci étant dit, et puisque je suis un néophyte en la matière, je crois qu'il faudrait peut-être convoquer à nouveau la conférence de Rio pour examiner jusqu'à quel point
la couverture qu'offrent les traités de l'environnement sont complètes et pour tenter de combler les lacunes qui seraient identifiées. Peut-être qu'on pourra faire quelque chose de similaire en 2022 pour le 50e anniversaire de la conférence de Stockholm. On verra. Anna Maria. Oui, si nous voulons un instrument de caractère constitutionnel et au niveau international qui ressemble à la Convention sur le droit de la mer, le seul forum dans lequel on peut avoir ce type de négociation, c'est l'Assemblée générale des Nations unies, qui est le seul organisme qui est véritablement représentatif d'un grand nombre de pays et dans lequel ont été entreprises les négociations qui ont abouti à la Convention sur le droit de la mer et à d'autres traités similaires. Il y a différents organismes et organisations internationaux et internationales, intergouvernementaux qui peuvent être pertinents à cet effet et qui devraient participer. Très bien, je crois que nous avons des points très intéressants que nous pouvons ensuite approfondir et nous allons maintenant donner la parole à Louise. Louise, nous avons donc parlé des possibles conséquences négatives, adverses, qui pourraient venir de l'éclaircissement des nuages marins. Il y a donc beaucoup de questions sans réponse et en Australie, il y a eu une activité très intéressante, c'est-à-dire qu'il y a eu des expériences d'éclaircissement des nuages marins et qui apparemment n'ont pas eu une grande couverture médiatique. Ça s'est fait, point final. Et pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas eu des délibérations publiques ou d'opinions favorables ou défavorables à cette expérience? Et j'aimerais que vous nous expliquiez quel est le contexte politique et économique en termes généraux dans lesquels cette expérience a été réalisée et qui nous permettent de mieux comprendre la réaction qu'elle a entraînée. Bon. Oui, oui, on vous entend bien. Le moment auquel a été réalisée l'expérience n'a pas été opportun car ça a coïncidé avec la pandémie. Donc tous les moyens de communication étaient mobilisés autour de la pandémie. Je crois qu'il ne serait pas adéquat de prendre pour acquis que, étant donné qu'il n'y a pas eu un débat public à ce moment-là, qu'il n'y a pas d'inquiétude dans le public. Nous avons mené une étude très complète à laquelle ont participé un bon nombre d'Australiens et les conclusions est que la majeure partie des Australiens considéraient que l'éclaircissement des nuages marins s'accompagne de plus de risques que de bénéfices potentiels. Autrement dit, cela montre bien l'inquiétude qui court entre les citoyens, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de débat approfondi sur ce sujet. Et on retrouve la même chose avec les parties prenantes essentielles. Nous avons fait des entrevues avec 25 parties prenantes clés pendant cette étude, par exemple des tours opérateurs, des groupes de l'environnement, des pêcheurs et autres, et qui avaient donc des intérêts directs dans la région. Et ils ont fait preuve de beaucoup de prudence sur le fait que l'on mette trop l'accent sur ces approches au lieu de miser sur des approches plus rigoureuses comme une réduction drastique des émissions qui s'attaquent à la cause réelle du réchauffement. Et malgré les commentaires qui ont été formulés par les parties prenantes, il a été décidé de mener cette expérience et de compter sur la participation des parties prenantes simplement pour faire semblant, mais sans prendre en compte leur opinion. Et il n'y a eu
les commentaires n'ont permis de faire aucune vraie modification et il n'y a pas eu de consultation large du public. Ça a été donc réalisé pratiquement en douce, en plein milieu de la pandémie, sans consulter par exemple les peuples autochtones qui habitent ces régions. Donc il y a beaucoup de préoccupations d'ordre éthique autour de cette expérience et également des inquiétudes quant à l'origine de l'expérience en tant que telle, qui a été financée par 444 millions de dollars octroyés par le biais d'une subvention du gouvernement fédéral. Et il y a eu on a fait une recherche sur l'octroi de cette subvention et on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de diligence raisonnable et que donc il faudrait mettre un point final à ce contrat de subvention de cette fondation qui, par ailleurs, aurait des liens avec un haut dirigeant de l'industrie pétrolière. Notre gouvernement fédéral est très s'inscrit, on va dire, dans les intérêts de l'industrie des combustibles fossiles et donc ces solutions ou supposées solutions techniques servent simplement à continuer à consommer des combustibles fossiles tandis qu'on brandit comme argument qu'il ne passe rien et qu'on peut sauver le récif de corail, de la grande barrière de corail. Mais il y a le risque que cette technique ne fonctionne pas du tout, et y compris les plus grands défenseurs de la géo-ingénierie ne sont pas absolument sûrs de l'efficacité de l'éclaircissement des nuages marins. Et pour protéger, par exemple, la grande barrière de corail. Pourquoi? Parce que, comme John le disait, les conséquences sont disséminées et en plus, on court le risque de changer les modèles de précipitation, ce qui peut, donc il peut y avoir plus de courants ou il peut y avoir moins de pluie, ce qui aurait donc des conséquences catastrophiques sur les bois, les forêts tropicales. Merci beaucoup, Louise. J'ai deux questions concrètes pour Louise et une troisième auxquelles tous nos invités peuvent répondre. Donc, pour commencer, Louise, vous avez dit que les parties prenantes avaient formulé des commentaires dans lesquels ils disaient qu'ils considéraient que les risques étaient plus importants que les avantages. Donc, quels risques concrets voyait-il face aux possibles bénéfices qui seraient principalement donc pour sauver la grande barrière de corail? Donc, quels sont les risques majeurs selon eux? Et une deuxième question qui est liée à ceci, l'horizon temporel pour ceci. Est-ce que vous avez parlé de la période pendant laquelle cette technologie allait être appliquée? Est-ce qu'on a parlé donc d'un délai à long terme que demanderaient d'autres technologies, par exemple un délai plus court qui peut être utilisé pour appliquer l'éclaircissement des nuages marins? Non, malheureusement, ce n'est pas très clair. L'équipe de l'expérience n'a pas été très claire sur ce point. Ils ont publié un document qui résumait le résultat des enquêtes menées auprès des parties prenantes, mais ils n'ont pas offert d'informations plus détaillées sur la façon de sous-peser les risques face aux avantages qui pourraient être obtenus. Et, euh, et l'équipe de cette expérience, oui, oui, nous vous écoutons, oui. L'équipe du projet a reconnu qu'il y a une grande incertitude qui entoure ces techniques euh, quant au fait qu'elles vont fonctionner ou pas. Et pourtant, nous avons déjà des techniques approuvées pour lutter contre le changement climatique. Et je crois que le changement climatique n'est pas technique, mais politique. Et que ce qui manque, c'est la volonté politique pour s'attaquer à ces problèmes et pour limiter l'industrie des combustibles fossiles et couper tout type de financement qui proviennent de ce secteur.
Alors, la troisième question que je dirige aux trois invités est la suivante. On dirait que cette technique, donc l'éclaircissement des nuages marins, on ne sait pas si elle va fonctionner ou pas, et peut-être que la seule façon de le savoir, c'est justement de faire l'expérience pour le voir. Mais donc, si elle ne fonctionne pas et que nous devons résoudre le problème, est-ce qu'il faut en parler alors? Ou est-ce qu'il faut avoir ce débat afin de savoir si ça peut fonctionner ou pas, ou offrir une réflexion sur d'autres alternatives possibles pour s'attaquer au changement climatique? John, Anna Maria, Louise. Comme l'a dit Anna Maria, parler de gouvernance de l'éclaircissement des nuages marins part du principe que cette technologie va être approuvée, va être appliquée et qu'il est souhaitable qu'elle soit appliquée. Et comme donc l'a dit Anna Maria, je crois qu'il faut réfléchir sur ce sujet, il faut décider si on va l'utiliser ou pas, ces technologies, pour commencer. Mais il semble qu'avec la réalisation de ces expériences sans délibération publique, on a brûlé un grand nombre d'étapes. Et comme on dit John et Anna Maria, si on continue à mener des expériences d'une façon décoordonnée, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Donc, il est fondamental d'avoir une délibération internationale pour ceci. Et je crois que les Nations Unies est le forum adéquat pour le faire. Et il y a par exemple déjà un moratoire dans la Convention sur la diversité biologique sur certains aspects de géo-ingénierie. Et je pense que c'est le format qu'il faudrait appliquer pour tout type d'initiative de géo-ingénierie pour appliquer le pratique de précaution et qu'il faudrait appliquer à tout type d'expérience menée en plein air ou au-dessus de la mer. Et il me semble que réaliser une expérience en plein air ou au-dessus du niveau de la mer n'est pas réaliser une expérience dans un environnement contrôlé. Et ces expériences peuvent avoir des effets transfrontaliers. Et nous avons des voisins comme les îles Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, qui peuvent souffrir des conséquences de ces expériences menées dans une région relativement proche de chez eux. Et je crois que c'est vraiment difficile de prédire quelles vont être les conséquences dans le système climatique. Donc, il est fondamental d'aborder ces questions au niveau international et d'imposer un moratoire sur ces expériences avant de réaliser tout autre. John, je suis en partie d'accord avec lui et en partie en désaccord. Il est clair que nous devons délibérer sur ce sujet au niveau international, car ce serait terrible que euh, que n'importe qui envisage d'entreprendre ce genre de mesures à grande échelle sans demander aux autres. Mais actuellement, il me semble prématuré d'entreprendre ce processus de délibération internationale, car nous ne savons pas bien comment fonctionnent ces technologies. Nous ne savons pas si elles vont fonctionner et donc il faut que nous les connaissions mieux. Et les connaissances dont nous disposons sur ces technologies à ce jour est très partial et très peu cohérent. Il y a des personnes qui pensent que nous en savons assez pour entamer une conversation à cet égard, à ce sujet, mais moi je dirais qu'il faut encore réaliser des études de recherche, de modèles et même mener des recherches sur le terrain pour avancer et toujours avec des initiatives à petite échelle
Par ailleurs, il faut également consulter et avoir toutes les parties prenantes, car une grande partie des conversations menées avec les parties prenantes sont compliquées. Il est difficile d'impliquer des interlocuteurs pour parler de sujets qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut expliquer clairement le sujet sur lequel on leur demande leur avis, pour qu'ils puissent justement émettre cette opinion, car autrement, l'opinion qu'ils vont émettre va être basée sur des préjugés ou sur des informations tronquées. Et il serait dangereux d'écarter toutes ces techniques, n'importe quelle de ces techniques par principe, sans savoir si elles vont être utiles ou pas. Il est possible que les études de recherche démontrent que finalement, ces techniques ne fonctionnent pas bien ou qu'elles sont trop chères ou qu'elles ont des conséquences trop graves et donc que l'on décide de ne pas les appliquer. Mais il existe aussi la possibilité que ces techniques soient utiles et que donc je ne suis pas d'accord avec Louis sur le fait que réduire les émissions va être suffisant. Ça ne se suffit pas et comme beaucoup de personnes l'ont déjà dit, il y a une grande quantité de CO2 qui est déjà accumulée dans l'atmosphère et que donc le changement climatique va continuer à traîner ces émissions pendant des années, peut-être des milliers d'années. Et donc avec évidemment les conséquences que cela implique. Et si nous voulons faire quelque chose pour que le climat se maintienne à des niveaux, plus ou moins à des niveaux que nous avons connus jusqu'à présent, il faut avoir recours à l'absorption du CO2. Et si ça ne suffit pas, il est probable qu'il faille envisager le recours à ces technologies de modification du rayonnement solaire. Donc je ne pense pas qu'il faille les écarter, qu'il faille écarter l'utilisation de ces technologies, car nous ne connaissons pas leurs effets. Voyons quelles sont les conséquences, sachons-en plus sur ce qu'elles sont et surtout dans les cercles de gouvernance dans lesquels ces délibérations vont être maintenues et aussi dans le monde en développement qui va ressentir en plus grande mesure les conséquences, certainement, et où il faut augmenter les capacités pour qu'ils puissent participer à tout type de processus de réglementation ou de traité. Ceci étant dit, un traité ou une convention sur le droit de l'atmosphère demanderait des dizaines d'années. Donc, je ne pense pas qu'il faut entreprendre cette conversation. Ce n'est pas sur comment développer ces idées avant de savoir si il convient de les appliquer ou pas. Anna Maria et ensuite Louise. Et j'aimerais rappeler à notre public qu'il peut nous envoyer ses questions. Je vois que nous en avons déjà quelques-unes, donc il peut les formuler dans la section de questions-réponses et n'hésitez pas à envoyer davantage de questions. Donc, Anna Maria. C'est vrai que l'on parle beaucoup actuellement et on se demande s'il faut d'abord mener des expériences avant d'avoir un cadre de gouvernance ou de faire le contraire. Et je pense que ceci doit aller de pair. Et il est vrai que nous devons avoir un débat public plus approfondi sur ces technologies et les propositions d'expérience peuvent servir justement à encourager ce type de débat, même s'ils sont polémiques, même si elles sont polémiques. Finalement, il ne s'agit pas d'un sujet nouveau. On en parle depuis avant 2009, quand a été publié le rapport de la Rail Society. Donc, il faut voir comment nous pouvons continuer à avancer. Ceci étant dit, l'exemple de l'Australie met en avant le fait que nous avons déjà besoin de certains principes et procédés qui
montre comment faire la recherche sur ces questions de façon plus adéquate et des questions qui sont liées à la transparence, à la façon de recueillir des informations, à la participation publique, ce que disait Louis, et sont des sujets importants pour tout type d'expérience dans la nature, donc qui puissent être menés dans la nature. Donc, nous avons un aspect de la conversation qu'il faut avoir. Mais d'une façon plus générale, il faut établir ou définir des questions de responsabilité, voir comment on va répartir cette responsabilité, ce qu'il en est d'un financement, par exemple d'un financement public de ce type d'expérience, au lieu d'investir par exemple dans des initiatives d'atténuation. Et je ne parle pas uniquement de l'exemple australien. Mais pourquoi faut-il, par exemple, privilégier la protection d'un site qui a une valeur touristique plutôt qu'une autre région, que de protéger une autre région? Tout ceci demande des études détaillées sur les conséquences et surtout sur les populations et les territoires plus vulnérables. Et un autre niveau pour le débat, et nous voyons un autre niveau du débat. C'est pour ça qu'il faut avoir ce débat dans différents endroits, différents niveaux. Il n'y a pas un forum unique car il s'agit d'un sujet complexe et qui a différentes facettes. Le climat. Le climat. Merci Anna Maria. Louise. J'aimerais rebondir sur une chose qu'a dit John quand il a avancé l'argument sur le besoin de faire des recherches sur cette technologie. Je crois que ceci implique un coût pour les opportunités énormes et faire de la recherche sur une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves et qui peut avoir des effets néfastes considérables détourne en quelque sorte des centaines de millions de dollars d'investissements qui pourraient être dirigés pour encourager une transition plus rapide et vers des énergies renouvelables, des initiatives d'agriculture écologique, de reboisement. C'est-à-dire qu'il y a différentes approches qui peuvent être étudiées et sur lesquelles on peut miser et qui n'ont pas les mêmes risques que la géo-ingénierie. Donc, encourager l'utilisation de ces technologies moins nocives devrait être prioritaire avant d'étudier tout autre type de recherche. Anna Maria. Il faut bien garder à l'esprit que la recherche prend son temps et beaucoup de temps. Pour ce qui est des risques qui sont liés, par exemple, au récif de coraux, s'il y a un réchauffement d'1,5 degré ou plus élevé, il est clair que cela va entraîner la disparition à jamais de la plus grande partie des récifs de coraux. Donc il y a un certain sens et sentiment d'urgence. Il nous reste peu de temps. Donc il faut également contextualiser l'expérience par rapport à cette information. Pour ce qui est de la menace qui pèse sur les coraux, je crois que réaliser ces expériences s'accompagne d'autres risques pour les coraux. Par exemple, l'acidification des océans est l'un des risques majeurs et ces expériences ne s'attaquent d'aucune manière à ce problème. La motivation principale et les défenseurs de cette technique, c'est le secteur des combustibles fossiles. Et il faut garder ça à l'esprit. BHP, qui est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre en Australie, est le principal défenseur de cette expérience. Et il joue des rôles de conseil et à travers une fondation également. Et c'est-à-dire qu'il y a un contexte politique qu'il faut garder à l'esprit car cela joue un rôle déterminant. Et pour ces entreprises, eh bien, il est pratique de pouvoir réinvestir de l'argent dans ces fondations et de pouvoir prétendre qu'elles contribuent à sauver la Grande Barrière de Corail, tout en continuant à émettre des gaz polluants dans l'atmosphère. Donc, il est vraiment très important de savoir quelles sont les motivations principales qui sous-tendent ces études de recherche, ou celles-ci en particulier.
Mais si ce que dit Louise peut être vrai pour l'expérience menée en Australie, je ne crois pas que c'est le terme d'une façon générale dans les études de recherche sur ce type de technologie. Je veux dire bien clairement que je ne suggère pas d'investir dans ces technologies au détriment d'autres approches comme ceux que Louise mentionnait, car c'est une fausse dichotomie. Il faut miser pour toutes ces alternatives et le changement climatique est un thème si grave qu'il faut rassembler toutes les réponses possibles et investir dans toutes ces réponses. Il est clair que peut-être ceci peut être utile à un moment ou à un autre et donc il faut savoir si c'est ainsi avant que quelqu'un le veuille l'appliquer à grande échelle. Et c'est aussi simple que ceci. En Australie, ce qui nous préoccupe, c'est que le gouvernement fédéral seul mise sur cette technique et qu'il ne mise pas sur d'autres alternatives. Et oui, effectivement, c'était utilisé comme une excuse pour ne pas faire d'autres choses qui sont aussi positives. Et oui. Et donc, nous sommes en désaccord sur le fait qu'il soit positif ou pas de rechercher sur ces techniques. Oui, mais l'activité d'aujourd'hui s'articule autour de ce sujet, justement. C'est pour ça, c'est pourquoi on en parle. Mais il est vrai que l'on ne peut pas traiter le rôle joué par l'éclaircissement des nuages marins de façon compartimentée et isolée d'autres types d'initiatives comme la réduction des émissions, car il faut aborder toutes ces options dans leur ensemble pour pouvoir trouver la solution qui convient le mieux à un pays, à une région ou à toute la planète. Mais cela fera peut-être l'objet d'un futur comme FireChat. Nous avons une question du public. Sylvia Ribeiro nous demande pourquoi on ne parle pas des décisions du Convention sur la diversité biologique, la CDB, qui établit un moratoire sur les technologies de géo-ingénierie, comme elle le rappelle. Et pourquoi n'a pas plus de poids ce consensus dans les études universitaires? John, que pensez-vous de l'importance de cette décision du Convention sur la diversité biologique qui fixe un moratoire de facto et qui sert d'orientation pour des pays? Et comment ceci peut-il avoir des conséquences sur l'expérience qui a été menée, donc d'abord Louis et Anna Maria, puis John? Il me semble que c'est un moratoire établi de facto et on s'attend donc des pays qui le respectent, qui respectent ce moratoire. C'est pourquoi l'expérience qui a été menée en Australie enfreint ce moratoire, car il ne s'agit pas d'une expérience menée à petite échelle dans un environnement contrôlé, mais d'une expérience menée en plein air, donc dans un environnement qui n'est pas contrôlé. D'ailleurs, on ne peut pas faire d'expérience en plein air dans un environnement contrôlé pour ces technologies. Donc, parce qu'il y a toujours la possibilité qu'il y ait des conséquences dans d'autres régions. Anna Maria? Dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, a été approuvée une série de décisions, donc dans la conférence des parties, et qui imposait un moratoire à ces approches avant d'en connaître véritablement les effets. Cette décision 1033 est un point de départ, mais les décisions de la COP, de la conférence des parties, ne sont pas contraignantes. Ce paragraphe, concrètement, a un épigraphe, je crois que c'est le paragraphe 8, sauf erreur de ma part, et dans lequel on invite les parties et on utilise un langage très euphémique et la réduction d'ailleurs des dispositions a été très critiquée pour ceci. Par ailleurs, bien que ce ne soit pas un instrument ou un texte contraignant juridiquement,
il établit toutefois, où il fait entrer l'idée qu'il faut être prudent à l'heure d'appliquer ces technologies, et il établit des principes et des exigences avant l'application. Et donc ceci doit être inscrit dans d'autres décisions de la conférence des parties, comme celle de 2016, dans laquelle on signale qu'il faut plus de recherche transdisciplinaire et qu'il faut divulguer les connaissances entre les institutions pour mieux comprendre quelles sont les conséquences de l'ingénierie liée au climat et à la diversité biologique. D'aucuns prétendent que ceci suppose une interdiction aux études de recherche, mais je ne pense pas que ce soit le cas, ou depuis le point de vue juridique, quand on étudie la rédaction de ces décisions et qu'on les compare à d'autres décisions qui ont été étudiées dans le cadre de la COP, elles ne sont pas contraignantes, mais elles contextualisent ce type de technique et disent qu'il faut avoir à l'esprit les conséquences qu'elles peuvent avoir pour la conservation de la biodiversité. Et donc, elles supposent une ligne directrice utile. Mais il faut en faire plus à cet égard. Anna-Marie a très bien expliqué ce qu'implique cette décision. La Convention sur la diversité biologique fait référence à la géoingénierie du climat qui peut avoir des conséquences sur la biodiversité. Et bien sûr qu'il faut dire que toute chose qui se fasse peut avoir des conséquences sur la biodiversité. Mais Louise se demandait si cette expérience pouvait être considérée comme une expérience à petite échelle dans un environnement contrôlé. Et il me semble qu'il est utile, étant donné que cela prône pour l'application d'un principe de précaution très rigoureux. Et dans d'autres conventions, comme par exemple la Convention de Londres, il existe une tradition de transparence des études de recherche, et nous avons parlé plusieurs fois aujourd'hui de la transparence. Et donc la dernière chose que nous désirons, à mon sens, c'est que l'on mène des études de recherche en secret et faites par des entreprises pétrolières, par exemple. Et la transparence ne va pas être renforcée par un moratoire, car un moratoire va simplement faire une motivation pour que les gens fassent ces études en douce. Donc il faut être ouvert et transparent dans la mesure du possible. Je ne connais pas suffisamment l'expérience qui a été menée en Australie pour pouvoir juger si elle a rempli ces critères de transparence, mais ce serait l'objectif. En plus, Anna-Marie a parlé avant des orientations adéquates sur la façon de mener ce type d'expérience et également des principes. Nous avons les principes d'Oxford qui ont été fixés il y a une dizaine d'années et qui donne un cadre très complet sur la façon de procéder, et il me pense que ce sont des lignes directrices très adéquates. Mais abandonner des études de recherche avant de savoir si ces techniques peuvent être positives ou négatives pour les personnes est trop radical. Et certaines études de recherche qui sont basées sur de larges délibérations, qui sont bien contrôlées, qui sont bien gérées et qui veillent, comme dit Anna-Marie, à ce qu'il y ait des connaissances publiques adéquates, c'est une forme beaucoup plus appropriée d'agir à long terme au lieu d'établir un conflit ou une sorte de lutte entre différentes options. Parce que finalement, la majeure partie des personnes, même et les scientifiques, veulent sauver l'environnement et tout ce qu'on a sur la Terre au bénéfice de la population mondiale. Comme disait John, il y a une série de principes de haut niveau, par exemple les principes d'Oxford, qui établissent une série de principes abstraits qui sont appliqués dans ces expériences, comme par exemple la transparence. Mais je pense qu'il faut développer davantage ce type de ligne directrice et d'une façon plus concrète pour qu'il puisse être appliqué par des scientifiques, des chercheurs et des gouvernants à l'heure de mener ces expériences. Par ailleurs, la transparence est primordiale
Mais comme le disait Louise, l'expérience australienne n'a pas été faite dans un cadre normatif qui était lié au milieu marin australien et à la grande barrière de corail. Donc il y a une série de normes et de normatifs juridiques qui s'appliquent et qui sont d'ordre national. Il y a de nombreuses façons de remplir l'objectif de la transparence. Les chercheurs vont certainement dire qu'ils ont appliqué les meilleures pratiques disponibles, etc. Mais finalement, il s'agit de savoir si nous pouvons recueillir plus d'informations, car c'est le type d'informations dont nous voulons disposer. Il y a des recommandations formulées par la Real Society en 2019 et qui demandaient d'appliquer un code déontologique pour la recherche et qui pouvait servir de guide pour ce genre d'expérience et qui intégrait les principes de haut niveau qui sont en général appliqués dans le monde universitaire. Et je pense que ce serait un pas adéquat pour de prochains projets dans lesquels pourraient participer différents agents. Mais c'est vrai que c'est un domaine que j'ai étudié en profondeur, donc mon information est biaisée par les conclusions de mon étude. C'est bien que vous ayez parlé de ceci, car j'allais justement aborder cette question. Louise. Tous les débats sur les codes déontologiques ou les normatives gouvernementales, comme je le disais, partent du principe que ces technologies sont inévitables et que donc il faut les réglementer. Et je pense que c'est brûler une étape, car nous n'avons pas encore eu un débat public sur le besoin d'utiliser ou pas ces technologies. Et le consentement préalable est fondamental avant de mener tout type d'expérience. Les personnes qui ont proposé ce projet en Australie ont tout simplement rempli pour la galerie les obligations d'impliquer le public et ils prétendent qu'ils ont travaillé avec les propriétaires traditionnels de ces régions, mais il y a différentes communautés aborigènes qui sont liées au à la Grande Barrière de Corail et qui n'ont pas été ils n'ont pas consulté toutes ces communautés et donc les questions d'implication publique ont été très restreintes, tout comme le processus de réflexion sur ces mesures concrètes qui ont été appliquées pendant l'expérience. Et en plus, maintenant, ils envisagent d'appliquer ceci à plus grande échelle dans une région 4 fois plus grande l'année prochaine et d'augmenter encore l'année d'après. Donc, ce qui serait un rayon de 400 km². Donc là, on ne peut pas parler d'une expérience menée à petite échelle. Et sachant le peu que l'on en sait et sachant les conséquences que peuvent avoir ces initiatives, comme disait John, il me semble que l'on disait qu'il pourrait y avoir 23% moins de pluie dans l'Amazone comme conséquence de l'éclaircissement des nuages marins si cette technologie était appliquée au niveau planétaire. Il y a d'autres modèles qui indiquent qu'il pourrait y avoir une réduction de 27% ou une augmentation de 27% dans le volume du ruissellement. Et par exemple, au Queensland, il y aurait des conséquences catastrophiques dans la qualité de l'eau et il y aurait aussi des conséquences sur la grande barrière de corail. Donc, je pense qu'il ne faut pas nous embarquer dans cette voie car nous avons déjà des techniques qui ont fait leurs preuves pour lutter contre le changement climatique. Donc, pourquoi investir des millions de dollars? L'incitation principale, comme je le disais, qui sous-tend ces expériences vient du secteur des combustibles fossiles car ils veulent trouver des alternatives qui leur permettent de continuer leurs activités sans rien changer. C'est-à-dire que ce n'est, à mon sens, qu'une fausse piste qui nous détourne ou qui détourne l'attention. Nous allons tenter d'appliquer une perspective différente. D'aucuns prétendent que l'éclaircissement des nuages marins
est une modification du climat, mais que ce n'est pas de la géo-ingénierie. Et il y a l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, qui a étudié en profondeur la modification du climat et qui a vu comment on pouvait diffuser des informations et coordonner des activités, des études de recherche, etc. Donc, à votre avis, est-ce que cela pourrait être appliqué à ce sujet et l'OMM pourrait-elle être un mécanisme de gouvernance potentiellement utile en la matière, Louise? Moi, il me semble que oui, que c'est de la géo-ingénierie et toute personne qui prétend le contraire cherche une excuse pour continuer avec ses études de recherche. C'est clairement une tentative de modifier le climat et donc il faut un accord international avant de faire plus d'expériences. Y a-t-il un autre point de vue, John? Si nous avons recours une fois à l'éclaircissement des nuages marins, c'est une modification météorologique, mais si nous l'appliquons systématiquement et pendant longtemps, alors là, c'est une modification du climat. C'est-à-dire qu'il y a une différence sémantique. L'Organisation météorologique mondiale aborde la modification météorologique et je pense que c'est très pertinent pour l'éclaircissement des nuages marins, mais ce n'est pas aussi pertinent pour l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Aujourd'hui, nous sommes axés sur l'éclaircissement des nuages marins, qui n'est autre qu'une des possibles approches qui sont mises sur la table et qui n'est pas spécialement peut-être la plus attractive, pour commencer. Et c'est pourquoi je crois il ne faudrait pas tant réfléchir sur des technologies en particulier, mais plutôt sur l'ensemble complet des approches possibles. Comme le disait Louise, il est vrai que le secteur des combustibles fossiles a tout intérêt à que soit appliqué ce type de technologie, mais toute personne qui étudie le climat dira qu'il est aberrant de continuer continuer donc à brûler des combustibles fossiles et d'avoir recours à la modification du rayonnement solaire pour compenser la pollution que l'on fait. Donc voilà, ce serait aberrant. Et il y a une série de tâches que nous devons faire, mais celle-ci n'est pas parmi les premières. Toutefois, il faut garder à l'esprit le fait que nous pouvons investir une petite quantité d'argent pour étudier ces approches, car il est possible que nous ayons recours euh, si les autres éléments prioritaires ne fonctionnent pas. Nous allons revenir et insister sur un aspect que John a mentionné, sur la situation dans laquelle peut être explorée l'utilisation de l'exercissement des nuages marins, car cela ne peut pas être fait n'importe où, dans n'importe quelle région. Il y a une série de critères qui a été établie par le GIEC et qui fixent bien, qui disent bien que beaucoup de ces régions dans lesquelles on peut réaliser l'éclaircissement des nuages marins sont près de pays en voie de développement, alors que la plus grande partie des délibérations sur ce sujet se font dans ce que l'on appelle le nord global, comme d'ailleurs le montre notre groupe d'experts d'aujourd'hui. Oui, je sais que l'Australie, effectivement, n'est pas géographiquement au nord, dans le nord global, mais vraiment au sud, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, comment pouvons-nous impliquer les pays moins développés dans cette réflexion, si cela doit être fait et comment le faire, etc. C'est précisément pour cette raison que je suis coprésident de l'organisation qui est donc l'initiative pour la gouvernance de la MRS, dont le but principal est de mieux faire connaître ce type de technologie dans le monde moins développé pour que celui-ci puisse pleinement participer à tout type de délibération à cet effet. Et cela me préoccupe beaucoup et je crois que c'est très important. Ce n'est pas un sujet que l'on peut laisser entre les mains uniquement des pays développés.
Mais pour maintenir une délibération sensée, il faut qu'il y ait de larges connaissances et de nombreux interlocuteurs. Et ces connaissances doivent se développer de façon ascendante, c'est-à-dire en partant de la base, ce qui est compliqué, ce qui demande beaucoup de temps. Nous autres, nous avançons pas à pas et nous apportons notre grain de sable, mais il faut travailler beaucoup plus pour engager différents interlocuteurs, chercheurs de pays moins développés dans ce type de projet. Et nous autres, nous le faisons à travers un projet qui s'appelle Decimals, qui compte déjà plusieurs projets mis en œuvre dans des pays moins développés. Et entre autres, pour répondre à ces questions, mais il y a tant à faire que nous avons besoin de beaucoup de temps et avec un peu de chance, nous arriverons à avoir une table de dialogue représentative sans les structures de pouvoir en vigueur, mais avec tous les interlocuteurs assis autour de la table du dialogue et de façon à ce qu'ils puissent participer en connaissance de cause et pleinement conscients des avantages et des inconvénients liés à ce type de technologie. Euh, Louise? Janos, je crois que la question est très pertinente car les pays du Sud souffrent de façon disproportionnée des effets du changement climatique, mais ils vont également souffrir des conséquences de ces expériences et de ces initiatives de géo-ingénierie. Toutefois, ceux qui réalisent ce type d'expérience ou d'études de géoingénierie sont surtout des hommes blancs et privilégiés, ce qui suppose, il faut travailler dessus et je crois que c'est un grand problème car cette approche basée sur l'ingénierie est tout d'abord ce qui nous a conduit à cette situation du changement climatique. Alors pourquoi penser que cette approche va nous sortir de la situation? Je pense que c'est vraiment une question problématique. Nous avons une participante qui nous prête une grande attention. Merci Sylvia Ribeiro, qui nous a posé une autre question sur une chose que nous avons mentionnée, mais sur laquelle nous pouvons revenir. Sylvia, donc, nous dit que le problème avec ce que John propose, je vous lis la question, euh, mettre en marche des expériences avant d'avoir la gouvernance fait qu'il y aura des techniques disponibles pour ceux qui veulent les utiliser avant qu'il y ait des normes à cet égard. Et une fois que l'on aura investi de grandes sommes d'argent dans ce type d'expérience, il y aura une pression qui s'exercera pour continuer à faire les recherches. C'est l'effet de la pente glissante. Et que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Qui souhaite commencer? Euh, il est vrai que c'est un argument du désespoir, car s'il était vrai qu'il est impossible d'éviter de faire une chose dont nous savons qu'elle va être nocive, nuisible, alors l'humanité courrait à sa perte. Je suis optimiste et je préfère penser que si nous sommes conscients que en faisant une certaine chose et nous savons elle va être nuisible ou nocive, nous allons décider de ne pas la faire. Prenons l'exemple éloquent des armes nucléaires. Bon, euh, je touche du bois, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de guerre nucléaire alors que ça aurait pu se faire depuis 50 ou 60 ans. C'est-à-dire que nous avons des raisons pour l'optimisme. Les êtres humains sont assez intelligents pour ne pas faire des choses stupides si elles savent clairement que ce qu'elles peuvent faire est une chose stupide. Et si nous ne partons pas de ce principe, alors vraiment, je ne sais pas où nous allons finir. Cela fait 40 ans que l'on connaît le changement climatique et par ailleurs, on a lancé une bombe atomique. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point je suis d'accord avec cet argument. Anna Maria?
Je crois que l'expérience nous donne des raisons d'être pessimistes à cause de notre façon de gérer cette question qui est liée au climat. Heu, je je comprends cette raison pour le pessimisme et je suis également d'accord avec John car, nous connaissons cet, effet de se nous mettre dans une spirale dans laquelle il est difficile de mettre, un terme à ces technologies. Ça a été étudié, mais il y a également des façons d'éviter qu'il y ait des intérêts puissants qui, cooptent ce type de technologie et qui ne se traduisent pas par un intérêt public plus large, il faut que nous soyons plus rigoureux, plus tranchants à l'heure d'aborder ces questions pour appliquer une approche adéquate. On ne peut pas simplement rester les bras croisés. Et il est certain qu'il faut être prudent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut donc rester sans rien faire. Oui, mais étant donné que nous avons des ressources limitées, il me semble que nous devrions privilégier les, le nombre de technologies qui ont fait leurs preuves et qui peuvent lutter contre le changement climatique. Mais le problème, c'est qu'elles ne s'inscrivent peut-être pas dans les intérêts politiques et il y a des intérêts acquis, par exemple avec les combustibles fossiles, qui mettent des obstacles à l'heure de lutter contre le changement climatique. Et il manque une volonté d'aborder ces problèmes systémiques et graves qui existent d'une façon rigoureuse et forte. Et si nous ne faisons rien à cet égard, eh bien, la seule chose que nous allons réussir, c'est que ces intérêts donc créés soient de plus en plus proéminents. Euh, il me semble que les énergies renouvelables sont une solution technique également et qu'il n'y a pas de réelle opposition entre les solutions technologiques et celles qui ne le sont pas, mais qu'il s'agit de choisir quelle est la technologie la plus adéquate pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Et chacune de ces technologies s'accompagne de conséquences économiques. Donc, il faut garder ceci à l'esprit avant de prendre des décisions à cet égard. Oui, bien entendu, mais je ne m'oppose pas à la technologie. D'ailleurs, il y a des technologies qui sont disponibles et qui sont tout à fait appropriées et qui peuvent nous aider à résoudre ce problème. Le problème, c'est que et le problème est la géo-ingénierie et le problème de la géo-ingénierie, c'est notre capacité à la contrôler et le peu de connaissances que nous avons des conséquences que ces technologies de géo-ingénierie peuvent avoir sur le système climatique et étant donné que nous avons eu des interférences avec le climat, il faut être prudent pour éviter des effets qui peuvent être catastrophiques. Et en fin de compte, il faut garder à l'esprit qu'une fois de plus, les effets les plus nocifs pourraient se faire ressentir dans les pays du Sud, et comme par exemple le changement des précipitations, plus ou moins de pluie, etc. Donc les pays du Sud souffriraient des pires effets alors qu'ils sont moins préparés justement pour y faire face. Je voudrais revenir sur, une chose qui a été dit avant. Le problème du changement climatique vient du fait que les ingénieurs du 19e siècle ont découvert que le charbon était une source d'énergie importante et qui permettait de faire fonctionner les machines. Et au 19e siècle, ils ne savaient pas évidemment que ceci aurait des effets néfastes sur le climat. Ils n'en avaient pas la moindre idée et c'est justement et ça a été justement le développement de la technologie sans que l'on sache alors les conséquences qu'elle aurait, ce qui nous a conduit aux problèmes que nous avons de nos jours
qui fait que nous sommes attrapés dans cette spirale de développement technologique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais si à l'époque les gens avaient su les conséquences pour le climat qu'impliquait le développement de ces technologies, ils se seraient peut-être abstenus de les développer. Donc il est fondamental d'avoir des études de recherche qui nous permettent de connaître les conséquences de ce développement. Nous arrivons à la fin de notre activité. Y a-t-il un commentaire final que vous voudriez laisser, un message important? Je vous donne à chacun et chacune donc 20 ou 30 secondes pour que vous puissiez nous laisser votre conclusion. Euh, qui, qui veut commencer? John. Eh bien, j'ai une liste de priorités, c'est-à-dire de tâches que j'aimerais voir accomplies dans le cadre du changement climatique, de la lutte contre le changement climatique. Et ça commence par tout ce qu'a dit Louise, le boisement, le reboisement, les énergies renouvelables, etc. Et les techniques de géo-ingénierie sont en bas de cette liste et la modification du rayonnement solaire est en dessous de l'absorption de CO2 dans cette liste et l'éclaircissement des nuages marins est à la fin de la modification de rayonnement solaire. Et ce qui est vraiment tout en bas, c'est la fertilisation des océans, qui est vraiment l'option qui me plaît le moins et qui est donc suivi par le bas, on va dire, par l'éclaircissement des nuages marins. Mais ça ne veut pas dire que je ne l'envisage pas et il faut être conscient du fait qu'il faut commencer avec ce qui est le plus important, avec les priorités, bien entendu, et donc bien connaître quels sont les effets qu'a tout autre type de technique. Louise. Euh, il me semble fondamental d'insister sur le fait qu'on ne peut pas passer sous silence le contexte politique dans lequel tout ceci arrive. Et par exemple, surtout en Australie, où le gouvernement qui nie d'ailleurs le climat et veille par ailleurs aux intérêts des combustibles fossiles et qui investit uniquement dans cette expérience. Et en plus, il mise sur une reprise suite à la Covid qui est impulsée par le gaz. Il n'y a pas d'autre type de mesures prises. Il me semble que ceci pose un très grave problème car on investit de l'argent dans une solution qui nous semble fausse, car on pense qu'il serait meilleur de miser sur d'autres types de solutions ayant déjà fait leurs preuves et qui peuvent avoir des effets beaucoup plus durables et tangibles pour lutter contre le changement climatique. Anna Maria. Eh bien, ce qu'il est clair, c'est qu'il faut continuer à faire des recherches et à débattre sur ce thème d'une façon plus structurée. Il me semble qu'il faudrait établir en priorité un système de gouvernance pour la recherche afin d'établir certains paramètres et de procédés grâce auxquels on pourrait réaliser ces expériences. Et pour ceci, il faut réfléchir et débattre des meilleures pratiques à appliquer dans ces études de recherche. Par ailleurs, il y a des groupes ou des ONG comme Friends of the Earth de Louise qui nous montrent ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'ils mettent le doigt dans la plaie car ils montrent qu'on ne nous dit pas tout ce qu'il faut savoir pour mener ces expériences et c'est pourquoi il est primordial d'anticiper cette situation et d'éviter que ceux qui proposent ces technologies puissent concevoir les expériences à leur guise. Eh bien, merci beaucoup donc à nos trois invités, au public et pour ces questions. Donc, nous arrivons à la fin de notre activité, mais nous continuerons à parler de ces sujets. Merci beaucoup.